L'histoire commence en 401 avant J.C., au cœur de l'Empire perse. C'est là que le légendaire général spartiate Cléarque et ses fidèles stratèges commirent une erreur fatale. Se fiant à de fausses promesses de paix, ils entrèrent dans la tente du satrape perse Tissaphernes. Au lieu de négociations, un piège mortel les attendait, où ils furent brutalement assassinés pendant le festin, privant ainsi de leur vie une immense armée de mercenaires. Sans commandant, se retrouvant au cœur du pays ennemi, 10 000 mercenaires grecs entreprirent une retraite désespérée et longue vers leur patrie à travers les terres impitoyables de l'Anatolie. Le célèbre historien Xénophon, qui faisait partie de ces soldats, décrivit par la suite comment les soldats, fatigués par des marches interminables, tombèrent sur quelque chose qui dépassait complètement l'entendement d'une personne ordinaire. Ils virent des villes qui ne s'élevaient pas vers le soleil, mais descendaient dans le froid et l'obscurité de la terre. Même les Grecs, guerriers aguerris, ne pouvaient imaginer ce qui se cachait dans cette obscurité impénétrable, en regardant seulement les entrées sombres. De nos jours, des documents secrets de la CIA ont été rendus publics, laissant entendre que les services secrets cherchaient dans ces vides infinis non seulement des artefacts historiques, mais aussi des technologies oubliées des civilisations anciennes, capables de modifier la conscience humaine. Néanmoins, la question principale reste sans réponse. Comment les hommes de cette époque ont-ils pu construire de telles structures à l'aide d'outils primitifs en cuivre ? Transporter des millions de tonnes de roches à la surface de la Terre sans laisser de traces est une tâche qui semble impossible, même avec l'aide d'équipements lourds modernes. Mais qu'ont réellement découvert les Grecs il y a des milliers d'années et qui les effrayait tant pour qu'ils créent ces labyrinthes mystérieux? Rendons-nous en 1963, en Cappadoce, en Turquie, où s'est déroulée une histoire qui a bouleversé l'archéologie. Imaginez une journée ordinaire dans la vie d'un simple habitant qui décide de rénover sa vieille maison située à flanc de colline. C'était une affaire banale, jusqu'à ce que des événements étranges et inexplicables commencent à se produire. Ces poules, qui se promenaient tranquillement dans la cave, ont commencé à disparaître les unes après les autres, comme si elles s'évanouissaient dans le néant. Le propriétaire, désireux de comprendre ce qui se passait, inspecta minutieusement la pièce et découvrit une petite fissure sombre dans le mur, par laquelle les poules se faufilaient et d'où elles ne ressortaient jamais. Prenant une lourde masse, l'homme décida d'agrandir le mystérieux trou afin de libérer ses captives et frappa de toutes ses forces la vieille pierre. Les pierres s'écroulèrent dans un grand fracas, mais au lieu de la roche attendue, un gouffre s'ouvrit devant lui, s'enfonçant dans l'inconnu. De ce gouffre noir, un puissant courant d'air glacial et humide, qui semblait ne pas avoir vu la lumière du soleil depuis des siècles, lui souffla au visage. Ce n'était pas une vieille cave à vin ordinaire ou une grotte naturelle creusée par l'eau, car derrière le mur de la maison se cachait l'accès à un monde complètement différent et effrayant. Derinkuyu, la ville souterraine la plus profonde, la plus complexe et la plus mystérieuse de notre planète, venait d'être redécouverte par l'humanité. Arrivés sur le site de la découverte, les archéologues professionnels, après être descendus dans la brèche qui s'était formée, ont d'abord été sceptiques, mais leur scepticisme a rapidement fait place à un choc qui s'est transformé en une peur superstitieuse. Au lieu des petits abris ou des greniers à céréales qu'ils s'attendaient à trouver, ils ont découvert des tunnels s'enfonçant de plus en plus profondément dans la terre. Un niveau succédait à un autre. Le troisième était suivi du cinquième, puis du 10e, et les chercheurs, ayant perdu le compte, ont commencé à perdre le sens de la réalité. Les fouilles ont révélé 18 étages s'enfonçant à 85 mètres dans le massif rocheux. Pour vous faire une idée de cette échelle colossale, imaginez un gratte-ciel moderne de 25 étages retourné et enfoncé de force dans la roche dure. Toute cette structure gigantesque a été creusée à la main dans la roche volcanique dure, sans utiliser de laser ni de foreuse. Le plus étonnant n'est pas la profondeur de ces couloirs infinis, mais ce que les scientifiques y ont découvert. Il ne s'agissait pas d'un abri temporaire pour se protéger du danger, mais d'une véritable mégapole autonome, dotée d'un système de survie sophistiqué. À l'intérieur, on a trouvé des quartiers résidentiels pouvant accueillir de manière permanente 20 000 personnes.
Imaginez ce chiffre incroyable. 20 000 personnes vivant sans un seul rayon de soleil, ensevelies sous des millions de tonnes de pierres, froides et sans vie. Les archéologues, errant dans les salles vides et résonnantes, ont longtemps eu du mal à croire ce qu'ils voyaient et à en saisir la réalité. Les niveaux inférieurs abritaient d'immenses écuries, dont les murs étaient parfaitement taillés et le sol en pierre percé de mangeoires soigneusement aménagés pour les chevaux. Les anciens constructeurs savaient parfaitement que l'odeur du fumier se propagerait vers le haut. C'est pourquoi ils ont placé les animaux près de la sortie afin de minimiser sa propagation dans le reste du bâtiment. En descendant, les chercheurs ont découvert de vastes cuisines au plafond noirci par des siècles de suie où se trouvaient encore des fours communs qui servaient autrefois à cuire le pain pour des milliers d'habitants. Plus le groupe descendait dans les profondeurs, plus la structure devenait complexe et mystérieuse. À des dizaines de mètres de profondeur, ils ont découvert des caves industrielles avec des pressoirs à raisin, d'immenses entrepôts de denrées alimentaires, des ateliers d'armurerie et même une école à part entière. On ne peut qu'imaginer comment les enfants naissaient, apprenaient et vivaient ici, sans peut-être jamais voir le vrai ciel bleu. Même une église géante en forme de croix, creusée directement dans le monolithe rocheux, y a été découverte, ce qui témoignait du haut niveau de culture spirituelle de ses habitants. Derinkuyu n'était que le début, la pointe d'un gigantesque iceberg caché sous terre. Par la suite, il s'est avéré que sous les collines de Cappadoce s'étendait tout un réseau de villes fourmilières similaires, formant une carte invisible sous terre. La ville de Kaimakli a été découverte à proximité, puis Oskonak. Et tout récemment, en 2020, un autre immense complexe a été découvert dans la région de Midyat, qui, selon les données préliminaires, pourrait même dépasser Derinkuyu en taille. La découverte la plus incroyable a été que ces villes n'étaient pas des entités indépendantes, mais qu'elles étaient reliées entre elles par des tunnels de plusieurs kilomètres. Il s'agissait d'un système souterrain unique, un état secret, caché aux yeux des étrangers et dont personne à la surface n'avait la moindre idée. En essayant d'évaluer le volume de terre extraite, les scientifiques ont fait une découverte étonnante. Pour construire la seule ville de Derinkuyu, les anciens constructeurs ont dû extraire et transporter à la surface environ 5 millions de tonnes de pierre. 5 millions de tonnes de roches. À titre d'exemple, la célèbre Grande Pyramide de Gizeh pèse environ 6,5 millions de tonnes, mais elle a été construite en plein air, en empilant progressivement les blocs. Dans le cas présent, il fallait extraire la roche de mines étroites, en travaillant dans des conditions de manque de lumière, sans électricité ni marteau-piqueur. C'est le principal mystère qui laisse perplexes les géologues et les historiens du monde entier. Où ont bien pu disparaître toutes ces terres excavées, ces 5 millions de tonnes de pierre? Si l'on extrait un volume aussi énorme de roches, des montagnes de déblais, des terrils géants, visibles même depuis l'orbite, doivent nécessairement se former à la surface. Cependant, dans les environs de Derinkuyu, le paysage est absolument propre et il n'y a aucun signe de construction à grande échelle. Qu'est-il advenu de ces pierres? Ont-elles été détruites par une technologie inconnue, réduites en poussière ou utilisées à d'autres fins? Dans les villages de Cappadoce, les anciens murmurent encore aujourd'hui d'anciennes légendes selon lesquelles ces villes auraient été construites en une seule nuit. Selon eux, ces créations étonnantes n'auraient pas été réalisées par des hommes, mais par des djinns, de puissants esprits du feu capables de contrôler la matière par la force de leurs pensées. D'autres légendes affirment que les villes ont été créées par de mystérieux anges descendus du ciel pour se protéger de la colère des dieux avec leurs élus. En vous frayant un chemin à travers les couloirs interminables et oppressants, vous ressentez un sentiment tenace d'angoisse et la présence de quelqu'un qui ne vous quitte pas un instant. Les plafonds bas, qui ne dépassent pas 70 cm, vous obligent à vous baisser constamment, comme dans une posture de soumission. Les murs sont oppressants par leur dimension. Il n'y a pas de ligne droite ici. Tout est arrondi et s'écoule en douceur, comme dans un organisme unique et continu. Cela ressemble moins à une architecture humaine qu'aux entrailles d'un être vivant géant ou au terrier d'une bête inconnue.
La science officielle explique ce phénomène par la présence de tufs volcaniques, affirmant qu'il s'agit d'une roche tendre, facile à travailler. En effet, la tuf est relativement facile à travailler, mais la souplesse de la roche n'explique en rien la logistique complexe de la construction. Comment des milliers d'ouvriers ont-ils pu respirer dans des galeries souterraines exiguës avant la mise en place d'un système de ventilation complexe? Comment ont-ils éclairé les locaux de travail sans épuiser le précieux oxygène avec des torches fumantes? Et surtout, pourquoi dépenser des efforts colossaux et surhumains pour s'enfoncer profondément sous terre alors qu'il semble y avoir suffisamment d'espace pour vivre à la surface? L'ampleur des travaux réalisés montre clairement qu'il ne s'agissait pas simplement d'un désir de se protéger de la pluie ou des attaques d'une tribu hostile. Un projet d'une telle envergure exigeait des ressources colossales, une gestion centralisée rigoureuse et des connaissances en génie géologique qui, comme le montre notre histoire, n'existaient tout simplement pas à l'époque. Ce qui a commencé par la disparition d'une poule s'est transformé en l'un des mystères les plus énigmatiques. Des millions de tonnes de pierres ont disparu sans laisser de traces des entrailles de la Cappadoce. Mais ce mystère, grandiose par son ampleur, cède le pas à une question principale, effrayante et stupéfiante. Qu'est-ce qui a poussé 20 000 personnes, ayant accès aux terres fertiles d'Anatolie, à se condamner volontairement à une vie dans l'obscurité éternelle et le froid glacial? Ce n'était pas un choix, mais une fuite désespérée et mortelle, un exode forcé, provoqué par une terreur impossible à décrire avec des mots. Derinkuyu n'est pas une ville ordinaire, mais un gigantesque bunker hermétique, construit avec une précision incroyable et destiné à assurer une survie absolue. Chaque détail de cette structure en pierre complexe témoigne du fait que ses habitants se préparaient non pas à un conflit rapide avec leurs voisins, mais à une menace à grande échelle et prolongée qui pouvait survenir à tout moment. Ce qui impressionne avant tout, c'est le système de défense pensé dans les moindres détails, qui accueille tout ingénieur moderne qui décide de descendre dans cet abîme de pierre. Il ne s'agit pas de murs fortifiés primitifs qui pourraient être détruits à l'aide d'un bélier ou contournés, mais d'une isolation hermétique à plusieurs niveaux, assurant une étanchéité totale par rapport au monde extérieur. Les roues de pierre de plusieurs tonnes constituent l'élément central de cette défense. Elles ressemblent à d'énormes meules massives, atteignant plus d'1,5 mètre de large et pesant plusieurs tonnes chacune. Leur fonction est de bloquer en quelques secondes tous les passages entre les étages et surtout de verrouiller de manière fiable toutes les sorties vers la surface. Ce qui frappe dans ce système de défense, c'est son mécanisme sophistiqué, à la limite de la paranoïa. Ces énormes volets en pierre ne pouvaient être déplacés et fixés de manière sûre que de l'intérieur. Si un ennemi extérieur parvenait d'une manière ou d'une autre à pénétrer au niveau supérieur, il se heurtait à un rocher infranchissable et immobile, impossible à déplacer même par une dizaine de guerriers parmi les plus forts et les plus habiles. Dans d'autres villes souterraines, telles que Oskonak, des systèmes de défense similaires mais plus complexes ont été découverts. Ils comprenaient des couloirs étroits et oppressants et des pièges mortels. À Oskonak, en plus des roues-portes, les constructeurs ont aménagé des trous de la mort spéciaux dans les plafonds des tunnels. Destinés à déverser de l'huile chaude ou de l'eau bouillante sur les visiteurs indésirables, ces trous servaient de dernier moyen de défense désespéré avant l'entrée dans les zones résidentielles. Il est clair que les personnes qui ont construit ces structures n'éprouvaient pas de la peur, mais une véritable terreur paralysante face à une menace inconnue mais incroyablement puissante, capable de surmonter même l'épaisseur de kilomètres de roches. Le problème technique le plus étonnant et sans doute le plus important de Derinkuyu est l'approvisionnement en air. La ville est située à plus de 80 mètres de profondeur, et pour maintenir la vie de 20 000 personnes et de milliers de têtes de bétail, un apport constant et continu d'air frais est nécessaire. Pour atteindre cet objectif, un système de ventilation extrêmement complexe et soigneusement conçu a été mis au point, comptant, selon les estimations des scientifiques, 15 000 puits. Ces puits verticaux,
calculées au millimètre près en termes de diamètre et de profondeur, assuraient une circulation d'air ininterrompue, même aux niveaux les plus profonds, les 18e. Après avoir analysé ce système dans les moindres détails, les ingénieurs modernes sont arrivés à une conclusion stupéfiante. Même une erreur minime dans le calcul du diamètre ou de l'angle d'inclinaison des puits aurait entraîné la mort instantanée de tous les habitants en quelques heures. L'oxygène aurait été entièrement consommé par les lampes et la respiration de milliers de personnes. Il est impossible d'imaginer comment les anciens constructeurs, travaillant à la lumière de lampes primitives en argile, ont pu effectuer des calculs aérodynamiques aussi complexes sans formule ni instruments modernes. Ces connaissances dépassent ce que nous appelons habituellement l'âge du bronze ou l'âge du fer. Les créateurs de Derinkuyu semblaient posséder des connaissances inaccessibles à nous, les hommes des 20e et 21e siècles, et ne pourraient les reproduire qu'à l'aide d'ordinateurs modernes et d'instruments de mesure précis. Ces immenses mines jouaient non seulement un rôle essentiel dans l'approvisionnement en air frais, mais constituaient également les seules sources d'eau potable. Les puits profonds creusés dans la roche atteignaient les nappes phréatiques souterraines, ce qui permettait de vivre de manière autonome pendant de longues périodes. Le fait que les puits commençaient dans la ville même et non à l'extérieur témoigne du fait que les habitants de Derinkuyu se méfiaient du monde extérieur et aspiraient à une autosuffisance totale. Ils devaient être absolument certains qu'en cas de catastrophe à la surface, leur principale source d'eau ne serait pas polluée ou coupée par leurs ennemis. Il ne s'agit pas simplement d'un abri contre les raids, mais d'un complexe entièrement autonome et hermétique, destiné à accueillir à long terme des milliers de personnes. Une construction d'une telle envergure est nécessaire lorsqu'il ne s'agit pas d'une menace à court terme, comme un raid de nomades qui partiront au bout de quelques jours, mais d'un danger global et prolongé, capable de rendre la vie à la surface totalement insupportable. Mais de qui se cachait-il réellement ? Étaient-ce des voisins hostiles, comme le racontent les légendes, qui ravageaient constamment cette terre? Selon les légendes locales et les anciens récits, l'histoire de ces lieux est tout autre. On y raconte souvent des histoires sur la soi-disant maladie de pierre ou la guerre des dieux dans les cieux qui, selon leurs croyances, a contraint les gens à s'enfouir dans les profondeurs de la terre pour se sauver. Certaines légendes mentionnent de grands êtres blonds venus du nord, qui ont apporté avec eux un froid glacial et une destruction totale. Incapables de les vaincre à la surface, les hommes ont commencé à creuser la terre pour se cacher de leurs yeux et de leur puissance destructrice. Ces anciens récits offrent une explication effrayante mais logique. Peut-être ne se cachaient-ils pas de leurs semblables, mais de créatures dotées de technologies capables de détruire toute vie à la surface ou de polluer l'atmosphère. Et quand on voit les 15 000 puits d'aération qui purifient parfaitement l'air, il est difficile de ne pas croire au pire. C'était une arche construite dans la panique et le désespoir, destinée à sauver toute une civilisation. Si ces technologies sont si étonnantes, qui les a créées? De quelles mains sont-elles issues? Et surtout, quand cela s'est-il produit? Comme d'habitude, la science officielle, limitée par le cadre de la chronologie généralement acceptée, nous offre une réponse assez morne et peu convaincante. Les manuels scolaires affirment que les constructeurs étaient des Phrygiens, un peuple du 8e siècle avant notre ère, qui utilisait des burins primitifs en cuivre. Imaginez un instant cette scène, des milliers de personnes méthodiquement dans l'obscurité totale et l'exiguïté extraient 5 millions de tonnes de roches volcaniques dures à l'aide d'outils en cuivre. Aurait-il été capable de transporter un tel volume de roches à la surface sans laisser le moindre morceau de déchet, même minuscule, qui aurait inévitablement transformé les collines environnantes en montagnes de gravats? Ce n'est pas simplement une erreur d'impression dans un manuel scolaire. Il s'agit d'une trahison flagrante et moqueuse de l'histoire qui tente de nous convaincre de l'incroyable. Le fait est que la construction de Derinkuyu, avec ses calculs aérodynamiques impeccables et ses dimensions gigantesques, est tout simplement impossible pour le 8e siècle avant notre ère. Selon l'avis des plus grands spécialistes en géologie,
Cela dépasse les capacités techniques non seulement du 8e siècle, mais aussi de notre propre civilisation jusqu'au milieu du 10e siècle. La seule explication qui puisse venir à l'esprit d'un chercheur suffisamment courageux pour reconnaître l'ampleur de cette folie réside dans le domaine des technologies interdites et oubliées. La pierre n'était pas transportée à l'extérieur, elle disparaissait tout simplement. Imaginez un processus qui ne détruit pas la roche, mais qui la pulvérise en une poussière fine, pratiquement immatérielle. Certains ingénieurs, analysant les parois parfaitement lisses, comme fondues, de certains tunnels, ont émis l'hypothèse que cela pouvait être obtenu par un traitement thermique, voire sonore. Il s'agit peut-être d'une résonance à basse fréquence ou d'un puissant rayon énergétique capable de désintégrer ou de faire fondre la roche sans laisser de traces. C'est pourquoi il n'y a pas de peinture rupestre à Derinkuyu, comme celle que créaient habituellement les peuples anciens. Ils n'avaient pas besoin de peindre sur les murs, car ceux-ci étaient le résultat d'un processus industriel rapide. Ils n'ont pas eu besoin de siècles pour creuser leur refuge. Ils l'ont fait rapidement, dans la précipitation, en utilisant une force que seuls les dieux ou les architectes semblaient posséder. Si ce ne sont pas les Phrygiens primitifs, d'où viennent alors ces architectes? Les légendes locales nous fournissent le seul fil conducteur, certes puissant, dans cet enchevêtrement de mystères. Elles racontent l'histoire des djinns, des créatures nées d'un feu sans fumée, qui ont le pouvoir de contrôler la matière, ou celle des géants blonds du Nord, venus avec un froid glacial et semant la destruction absolue sur leur passage. Si vous vous penchez sur la mythologie mondiale, vous découvrirez que les légendes sur les abris souterrains créés par des forces mystérieuses sont répandues dans le monde entier. De la Shambhala tibétaine, cachée sous les sommets enneigés, au Tuatha des Danann irlandais, on trouve partout des récits d'anciennes civilisations hautement développées qui se sont enfouies sous terre après une catastrophe mondiale. Peut-être que Derinkuyu n'est qu'une des nombreuses portes d'accès à ce réseau mondial qui fait partie d'une arche planétaire unique, destinée non pas à sauver l'humanité tout entière, mais seulement son élite, sa partie hautement développée. La version la plus probable, et en même temps la plus effrayante, est celle d'une catastrophe géologique. Il y a 10 à 12 000 ans, un événement a entraîné la disparition d'une civilisation très développée. Il s'agissait peut-être d'un déplacement des pôles qui a instantanément modifié le climat, ou d'une série de puissants tremblements de terre provoqués par la chute d'un énorme météorite. Dans ce cas, le bunker n'était pas nécessaire pour se protéger de l'ennemi, mais pour se protéger de la planète elle-même, qui était tombée dans le chaos. Un mur de roches denses constitue une barrière idéale contre le rayonnement qui aurait pu se produire après la chute d'un corps spatial. Les 15 000 puits de ventilation menant à la surface constituent un moyen efficace de filtration passive de l'air pollué. Dans cette optique, Derinkuyu cesse d'être un mystère et devient la confirmation scientifique de l'existence d'une ancienne civilisation disparue qui était consciente de la fin imminente du monde. Mais le mystère le plus sombre et le plus effrayant est la fin de cette histoire. Si Derinkuyu était une arche idéale et hermétique destinée à survivre pendant des décennies, comment a-t-elle pu être abandonnée? Il n'y a aucun signe d'assaut, aucune porte enfoncée. Ils sont partis d'eux-mêmes, précipitamment, laissant derrière eux leurs réserves et leurs biens, comme s'ils fuyaient une épidémie soudaine. Que pouvait-il bien se passer dans ce refuge absolument sûr pour pousser 20 000 personnes à préférer le risque d'une surface empoisonnée à une mort certaine dans les profondeurs? La seule réponse qui résonne dans l'esprit de Derinkuyu, remplie d'une horreur mystique, est la suivante. Ils ont été découverts. Soit les architectes, soit ceux qu'ils craignaient tant ont découvert leur refuge secret. Les puissants verrous de pierre destinés à la défense se sont avérés inutiles contre ceux qui savent manipuler la matière et passer à travers la pierre. Imaginez, après de longues années passées dans une ville souterraine protégée, soudain, en son cœur même, les lumières s'éteignent. Un grondement, différent des bruits des puits de ventilation, commence à se faire entendre. Il provient d'en bas, des niveaux les plus profonds et inexplorés. Et ce grondement n'est pas mécanique, c'est quelque chose de plus, c'est un avertissement.
Les habitants de Derinkuyu, qui disposaient de technologies qui nous sont inaccessibles, ont peut-être reçu un signal d'alarme qu'ils n'avaient pas le droit d'ignorer. Ils ont compris que leur refuge, construit pour les protéger d'une catastrophe, s'était transformé en un piège hermétique, idéal pour rencontrer leur créateur ou leur chasseur. La fuite vers les hauteurs n'était pas un désir de vivre, mais une tentative désespérée et ultime de se disperser et de se fondre dans un monde qui n'était plus leur foyer. Derinkuyu n'est pas seulement une ville morte, c'est un monument à l'horreur inexprimée. C'est un endroit où l'humanité a pris conscience que si l'on veut vous trouver, vous ne pouvez vous échapper nulle part. Et le mystère de leur disparition est toujours gardé dans le silence, murmurant doucement sous les dalles de pierre. Et le mystère de leur disparition est toujours gardé dans le silence. Il résonne doucement et froidement depuis les profondeurs, rappelant que tout ce qui a été créé peut être retrouvé.